Monsieur François Monsieur François Deportes, qui pendant tout un moment, dès 1985, s'est occupé d'importer les fleurs de Bach. Et puis, mais vous allez peut-être nous l'expliquer en détail, par la suite, il s'est beaucoup intéressé à Perelandra, qu'il représente depuis 1991. Monsieur Deportes est éditeur et conférencier, et nous lui laissons la parole pour une intervention concernant le jardin de Perelandra et les intelligences de la nature. Voilà, c'est parti. Alors voilà, bon, je vais me présenter brièvement, effectivement. Donc, mon François Deportes, je suis presque par hasard, j'ai rencontré en 85 les fleurs de Bach. Et avec la petite structure qu'on avait mise au point avec ma femme à l'époque, la société La Serre, si vous êtes intéressé aux fleurs de Bach, un jour ou l'autre, vous avez dû entendre parler de ça. On est devenu l'importateur des fleurs sur la France, les fleurs de Bach. Ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on en a donné beaucoup. Enfin, ça a été, c'est une aventure particulièrement belle, moi je trouve. Et il s'est trouvé qu'en 91, j'ai rencontré, là aussi, un peu par hasard, les essences de Perelandra. Et à l'époque, c'était quelque chose dont je me suis rapproché, mais pour rendre service à des amis qui faisaient de la kinésiologie, des kinésiologues qui travaillaient à la fois avec les fleurs de Bach et les essences de Perelandra dans leur protocole de fonctionnement. Mais très honnêtement, j'étais tellement absorbé par les fleurs de Bach que Perelandra, c'était juste pour dépanner des copains, quoi. Et la littérature était en anglais, c'était pas forcément très accessible pour tout le monde. Et moi, j'essayais simplement de voir ce qui se passait dans ce truc-là. Et puis, vous savez, ça fait partie de ces choses où ça réverbère, non Alors, attendez. Il faut que je sois plus propre. Voilà. Ah, voilà. Merci. D'accord, super, merci. Oui, ça fonctionne, oui. C'est le genre de choses qu'on a tous vécu à un moment ou à un autre. On est en face d'un bouquin et on sait qu'il faut qu'on le lise. C'est comme on sait qu'il faut qu'on aille à une conférence ou faut absolument, on ne sait pas pourquoi, mais il faut qu'on le fasse. Et c'était en 95 et je devais partir à Paris pour des salons professionnels sur la diététique. Et j'emmène avec moi un bouquin, MAP, ça veut dire en anglais Medical Assistance Program, un programme d'aide médicale, édité à Perelandra. Et là, je dévore ce bouquin. Je ne savais pas pourquoi, mais il fallait absolument que je le lise. Je le dévore et j'ai envie de le fonctionner tout de suite avec ce genre de truc. Et c'est comme ça que je suis rentré vraiment dans Perelandra. Perelandra, c'est des essences de fleurs, c'est des élixirs floraux. Vous me direz, c'est une marque de plus. Mais c'est vraiment quelque chose qui, a priori, je veux dire, ça peut être simplement une marque de plus. Et en fait, c'est beaucoup plus, pour moi, c'est devenu beaucoup plus que ça à ce moment-là. Et donc après, j'ai eu envie de traduire ces bouquins en français, de les rendre disponibles à des gens ici en France. J'ai été amené à avoir la chance de rencontrer l'auteur de ces bouquins et donc l'auteur de ces élixirs. Et pour ça, je suis allé à Findorn en 96, où il y avait une grande réunion sur les élixirs floraux dans le monde. Il y avait une trentaine de producteurs qui étaient présents à ce moment-là, dans une grande semaine sur les élixirs floraux. Et puis après, le travail s'est amplifié, et j'ai donc eu l'occasion de monter une petite société d'édition pour rendre les bouquins américains disponibles en français. Donc, vous verrez, si ça vous intéresse, il y en a quelques exemplaires qui sont disponibles à la librairie là-bas. En fait, c'est le genre de sujet où il est extrêmement difficile de rester uniquement présent intellectuellement, c'est-à-dire ou bien on agit avec, ou bien on laisse ça de côté. C'est pas seulement une connaissance purement intellectuelle. Alors comment ça se passe, ces choses-là ? D'abord, qui est cette femme qui s'appelle Michael Smallwright ? Je vous avoue que moi, quand j'ai rencontré ça, je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais tout le travail que j'avais fait avec les fleurs de Bach, en fait, m'a profondément aidé à pénétrer ce monde-là. Et j'y ai senti comme une forme de continuité, une espèce de logique, une espèce d'expansion, en fait, de ce que j'avais pu expérimenter avec les fleurs de Bach, et qui m'a infiniment touché à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je continue toujours à travailler avec les fleurs de Bach et les Perelandra. J'intègre petit à petit d'autres choses, pas beaucoup, très très peu. Je me sens déjà pleinement satisfait avec tout ça.
c'est difficile d'intégrer d'autres outils qui puissent apporter autant de force, autant de plénitude que ces démarches-là. Michaelis Murwright, c'est une femme qui a 63 ans. Elle est donc américaine. C'est une personne, si jamais vous avez envie de connaître ce personnage-là, lisez le petit bouquin qu'on a publié, l'histoire de sa vie qui s'appelle « Vivre conscient du divin en toutes choses ». Elle raconte son enfance. C'est une enfance, à mes yeux, terrible, une enfance extrêmement difficile, où elle aurait pu perdre le sens commun, devenir folle ou mourir, enfin, je sais pas, des trucs... Il y a certainement dans le monde d'autres gens qui ont vécu des situations très difficiles, mais bon, on imagine mal qu'aux États-Unis, dans une période moderne, avec des gens entre guillemets normaux, on puisse être amené à vivre des choses aussi épouvantables que ça. N'empêche qu'elle a gardé sa tête, mais qu'en même temps, cette enfance, à bien des égards franchement difficile, l'a poussée, elle, sans qu'elle s'en rende compte, à développer en elle des outils, on pourrait dire des outils de préservation, des outils qui lui ont permis de vivre sur d'autres plans sans qu'elle s'en rende compte, mais qui lui ont été profondément utiles par la suite. Et donc elle arrive tant bien que mal, elle a menti, elle a triché, elle a fait tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir survivre. C'était une grande jeune fille, je crois qu'à 12 ou 13 ans, on pouvait lui donner facilement 16 ou 17. Donc, elle a inventé n'importe quoi pour pouvoir survivre. Et elle était de confession judaïque au départ, et après, elle va opter pour la religion catholique. Puis après, elle va prendre du champ par rapport à tout ça. Et elle arrive à traverser l'adolescence. À la fin de son adolescence, elle se marie avec quelqu'un dont elle découvre la véritable identité le jour même de son mariage. C'est-à-dire qu'elle se marie le matin, l'après-midi, il est en tôle pour escroquerie. C'était un peu curieux comme aventure. Donc on l'incite vraiment à se dépêcher de divorcer. Ça fait beaucoup en très peu de temps. Et elle vit dans la région de Washington. Et là c'est quelque chose que nous... Moi, je ne me souviens pas de ça. En 68, j'avais 15 ans, donc j'ai vécu ça un peu comme un moment de liberté pour jouer au tennis, mais je ne me rendais pas compte à quel point c'était, pour beaucoup de gens, un moment de grande révolution. Et aux États-Unis notamment, c'est la pleine guerre du Vietnam, c'est la Beat Generation, comme ils disent, donc les beatniks, c'est un renouveau spirituel, c'est aussi une énorme ouverture en matière d'écologie, défense de l'environnement, chose qu'à l'époque, nous ici en France... On découvrait à peine. Il y avait quelques individus qui, à la fin des années 60, commençaient à vraiment s'intéresser à l'environnement et à l'équilibre de la relation avec la nature et tout. C'était rarissime. Mais eux, aux États-Unis, c'était beaucoup plus puissant, c'était beaucoup plus ouvert, beaucoup plus pénétrant. Et donc, elle fait partie de tous ces mouvements, d'un certain nombre de ces mouvements, à la fois de renouveau spirituel, de grands questionnements sur le plan du sens de la religion, la spiritualité, la réflexion, l'intériorité, la méditation, etc. Tout ça est de plus en plus vivant là-bas, et avec beaucoup de remises en question, beaucoup de choses très percutantes pour eux. Et elle fait partie de ces mouvements de réflexion-là. Et donc, ça lui donne l'occasion de rencontrer un homme qui est séminariste, qui s'appelle Clarence Wright, qui est toujours son compagnon, d'ailleurs, un homme d'une voix basse tout à fait étonnante, un homme charmant. Et ils vont s'apparier, se mettre en couple. Et lui, pour elle, va quitter le séminaire. Et ils vont décider lui travaille chez, je crois, si je me souviens bien, c'est chez Honeywell Bull ou Rank Xerox, quelque chose comme ça. Je crois que c'est Honeywell Bull. Et ils décident d'appliquer dans leur vie, en fait, ce sur quoi ils réfléchissent tous les jours. Et donc, ils veulent trouver un terrain pour faire un jardin et pour faire de l'écologie concrète et appliquer dans les faits ce dont ils discutent à plus savoir quoi faire avec des tas de gens qui, à leurs yeux, restent perdus dans une intellectualité qui devient un petit peu stérile pour eux. Donc, ils habitent Washington, ils ont 3 sous devant eux.
Et c'est un petit peu comme maintenant ici, quand on est près d'une grande ville. Quand on a 3 sous, acheter un terrain, quand on a 3 sous, ça ne se fait pas, quoi. Il faut trouver un endroit où on pourra trouver un terrain avec 3 sous. Donc là, ils sont obligés d'aller loin. Et c'est à peu près 1h30 de route, 1h15, 1h30 de route de Washington, à l'ouest de Washington, tout près des Appalaches. Et c'est une très belle région, la Virginie. Si vous avez un jour l'occasion d'y aller, faites-le en voiture, c'est splendide comme endroit. Des grandes prairies, vous savez, des barrières, des chevaux, des belles maisons, c'est vraiment très beau. C'est une région fortement marquée par la guerre de sécession, c'est une région sudiste. Donc vous verrez, si jamais vous y allez, vous verrez devant toutes les maisons, il y a le drapeau américain et le drapeau confédéré. Nous, Français, ça nous sidère de voir des trucs comme ça, mais bon, c'est comme ça. Et elle dit à son compagnon un soir, elle dit, ils ont cherché toute la journée, et elle dit, je ne peux pas te dire pourquoi, mais c'est là, c'est ici. Elle a une espèce de certitude, d'impression évidente pour elle. Et donc, comme beaucoup de choses aux États-Unis, ça commence par une petite maison préfabriquée sur des pilotis. Et là, c'est un bout de forêt, un bout de bois, avec une grande prairie. Donc c'est un terrain grand, quand même. Il faut voir maintenant si vous pouvez y aller, c'est un grand, grand terrain. Et donc lui, il prend le pari, il dit d'accord, il ira travailler à Washington tous les jours, donc ça lui fait 1h30 de route le matin, 1h30 de route le soir. Et elle, elle se retrouve dans cette maison, disponible à cette rencontre avec la nature. Elle a du temps, que ça à faire, entre guillemets, ce qui n'est pas du tout péjoratif. Et elle commence tout bêtement, tout simplement, à faire un jardin. D'abord parce que faire un jardin potager, ça donne des légumes et que c'est autant de choses en moins qu'on a acheté. Et puis on est sûr de ce qu'on achète. Et puis c'est une militante, et puis c'est une battante. Et c'est quelqu'un qui est... elle est pour l'action, elle. C'est pas une rêveuse du tout. Même si je reconnais certains visages avec qui j'ai déjà pu partager un certain nombre de choses autour de Perelandra, mais si vous découvrez, vous allez vous rendre compte que ce qu'elle a mis au point et ce qu'elle a découvert, c'est, sur bien des aspects, c'est incroyable. Sauf qu'elle, c'est quelqu'un d'étonnamment concret. Elle est plantée, j'ai toujours le mot de menhir à la place pour parler d'elle, parce que elle est carrée, elle est plantée et on ne la bouge pas comme ça, quoi. On ne lui raconte pas n'importe quoi. Et donc elle commence à faire ses légumes, ses trucs, donc c'est un petit jardin rectangulaire avec des rangées, tout bête, les trucs les uns après les autres. Elle veut faire du bio, elle veut faire les choses aussi bien que possible. Et un jour ils sont dans une... c'est ça qu'elle elle développe la méditation. Et elle commence à entendre des choses, donc elle a une espèce de guidance intérieure qui commence à lui parler. Mais ça n'a rien à voir avec le jardin, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est simplement, elle améliore cette capacité qu'elle a d'être en relation avec l'invisible. Donc elle raconte des choses tout à fait touchantes à ce sujet-là. Et un jour, ils sont dans une librairie, et son compagnon, Clarence, qui de temps en temps lui donne des petits trucs comme ça. Lui, il connaît bien les Écritures, il connaît bien les Évangiles, il connaît bien l'Ancien Testament, etc. Et quand elle vit des trucs qui lui paraissent un petit peu... elle y va toujours un petit peu prudemment, mais elle lui demande, mais voilà, tu sais, voilà ce que j'ai traversé. Et lui dit, mais t'inquiète pas, dans tel chapitre, dans tel épître, dans telle partie de l'Évangile ou de l'Ancien Testament, on dit que... Donc ça, il la rassure continuellement. Et un jour, il lui tend 2 bouquins comme ça dans une librairie et il lui dit « ça devrait t'aider, ça devrait t'intéresser ». Elle regarde, un truc de plus. Et c'est 2 bouquins sur Findorn. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Findorn, j'imagine que oui, dans la grande majorité. Je vais faire juste un tout petit rappel. Findorn, donc, ça a été créé par Peter et Ellen Cady et Dorothy McAllister. Et c'est les créateurs de ce jardin étonnant dans le nord de l'Écosse, où dans les années 60, cette femme, Ellen Cady, l'auteur de La Petite Voix, presque tout le monde a regardé ou a eu ce bouquin entre les mains, cette femme lui dit, c'est ici, on va faire un jardin là, et dans un lieu totalement improbable, ils font pousser à peu près n'importe quoi. Elle entend des voix, et elle dit à son mari, voilà ce qu'on va faire. Donc ça, elle, pour Macalister Wright, ce truc-là, c'est... D'un seul coup, ça lui parle complètement. Et elle dit, c'est ça que je veux faire.
Alors Findorn, c'est devenu, vous savez, une énorme communauté où il y a 200 ou 300 permanents qui viennent du monde entier. Michael Smallwright, elle dit non, moi je veux faire ça toute seule. Et alors, elle fait quelque chose qui peut paraître fou pour un certain nombre d'entre nous, mais il y en a certains ou certaines d'entre vous à qui ça peut parler très fort. Elle va dans son jardin, quand elle lit le bouquin, elle va dans son jardin, elle parle aux arbres, au ciel, aux oiseaux, à l'herbe, à tout ce qui est là devant elle, et elle dit ça. Elle dit « Je veux apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les esprits de la nature, et je veux que ça se fasse à travers mon jardin. » Elle ne dit que ça. Tout ce qu'elle va découvrir va se faire à travers son jardin. C'est sa déclaration d'intention. Et avec l'énergie de Michael Smallwright, quand elle dit quelque chose, elle ne le dit pas à moitié. C'est quelque chose qu'elle a ancré en elle et qu'elle offre à la nature, et là la nature lui répond instantanément. Et elle dit qu'elle entend des dizaines, des centaines de voix qui lui parlent, qui lui expliquent comment la joie qu'ils ont d'entrer en communication avec elle, etc., et comment on va s'y prendre et tout. Et elle est obligée de dire halte là, on s'arrête, on va prendre les choses les unes après les autres. Ça doit être une révélation un petit peu troublante quand même, de vivre ce genre de choses. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais enfin moi je trouve ça, c'est comme un conte de fées, quoi. Hein. Et là, son initiation, au sens propre du terme, va commencer. Et elle va découvrir ce que Peter Caddy, Helen Caddy et Dorothy Maclean ont vécu, je crois, c'était 10 ou 15 ans plus tôt. Elle va vivre cette relation avec les esprits de la nature. Donc, au début, Helen Caddy appelait ça les anges de la nature, les anges du paysage, les anges des légumes, les anges des arbres, etc. Après, ils vont appeler ça les devas. Et donc, les devas, c'est ce terme sanskrit qui désigne ce qu'on appelle globalement. On peut le décrire comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'un deva ? Un deva, c'est l'architecte de la structure. C'est très, dans notre vie à nous, dans notre vie concrète, on peut vraiment le comparer à un architecte au sens, ou un ingénieur au sens ordinaire du terme. Quand vous avez envie de vous faire construire une maison, vous allez, si vous avez un peu d'argent devant vous, vous allez aller voir un architecte qui peut vous faire n'importe quelle maison. Il peut vous refaire, là, cette bâtisse par exemple, mais il peut vous faire une cabane en bois. En fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il va simplement essayer de vous écouter pour vous dire de quoi est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous souhaitez vivre, et je vous ferai la maison qui correspond à ce que vous souhaitez vivre. Le Deva, c'est ça. Le Deva, c'est cette intelligence universelle qui, dans la nature, va entendre nos souhaits et nos désirs, nos intentions, ce que nous exprimons comme but. Et ce Deva cet ingénieur, ce merveilleux créateur de formes, va être là pour comprendre ce que nous souhaitons, ce vers quoi nous voulons aller, et va quelque part mettre une espèce de papier, ce qu'elle appelle le blueprint. Vous savez, c'est des dessins de papier bleu comme ça. Mon grand-père était architecte et j'ai retrouvé comme ça dans son bureau des papiers bleus avec des dessins de maisons, de choses, de trucs techniques dessus, etc. Voilà, il va dessiner la forme de ce qui va répondre à notre besoin. Et ce dessin, cette mise sur le papier de schémas de forme va être après confié à ce qu'on appelle les esprits de la nature, pour que ces esprits de la nature aident à faire passer cette information dans la forme, dans la matière. Et ça, c'est la nature. La nature, c'est ça. Et Michael Smallwright se rend compte que la nature, c'est cette espèce de groupe de conscience universelle qui est chargé de tout ce qui touche à la forme. La nature, c'est pas seulement ce ficus, c'est pas ces fleurs, c'est pas seulement l'eau dans cette bouteille, c'est pas uniquement l'air, c'est pas seulement la peau dont je suis fait ou la chair dont je suis fait. La nature, avant ça, la nature, c'est un groupe de conscience universel qui est responsable de tout ce qui est mis en forme. Donc la nature, c'est tout ce qui est en charge d'ordre, d'organisation, de structure et de conscience. C'est beaucoup plus vaste que ce que nous avons l'habitude d'utiliser comme terme.
Ce qui veut dire que dès que vous avez forme, vous avez la nature qui est présente. Ça signifie que, ça peut vous paraître peut-être un peu curieux, mais ce gobelet en plastique, c'est la nature. C'est le résultat d'un travail avec la nature. Et ça vient de la nature. C'est fait avec des éléments, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, je ne sais pas trop quoi qu'il y a là-dedans. Ça fait bien partie de la nature. Ça a été agencé d'une façon particulière parce qu'un jour, il y a quelqu'un comme vous ou moi qui a voulu fabriquer ce truc-là. Et parce qu'il a voulu fabriquer ce truc-là, la nature ne peut pas ne pas l'entendre et ne peut pas ne pas lui répondre. Ce qui veut dire que concrètement, la nature ne peut qu'entendre ce que nous souhaitons et ne peut que répondre à nos demandes. Mais elle n'a pas d'état d'âme par rapport à ça. Il n'y a pas de bien ou de mal dans la nature. Il y a du c'est en réponse à ou c'est pas en réponse à. C'est en harmonie avec ou c'est pas en harmonie avec. Vous voyez la différence qu'il y a. La notion de bien et de mal, la notion de bon et de mauvais, c'est nous qui l'avons. L'univers, lui, entend ce que nous souhaitons. Nous sommes incroyablement créateurs. Et l'univers entend ce vers quoi nous souhaitons tendre et ne peut pas ne pas nous entendre. Ça nous colle une responsabilité particulière dans le cœur, dans les mains, dans l'esprit. Dès que vous souhaitez quelque chose, vous êtes entendu. Il y a 2000 ans, on nous disait vos prières seront exaucées avant même que vous ayez fini de les formuler. Voyez. On n'imagine pas à quel point c'est vrai. Bon, ça c'est un peu de la philosophie sur le système, mais c'est vachement important. Je vous assure, c'est très 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 important. Donc Michael va, elle dit Michel. Si vous voyez un truc un jour sur un reportage ou elle dit Michel. Bon, on a l'habitude de dire Michael en France. Donc Michael commence son travail et elle va faire son jardin. Et d'abord, la nature va lui proposer de modifier la forme de son jardin et de modifier l'emplacement de son jardin. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va dire, bon, très bien, alors au fond, finalement, ce jardin, puisque ce jardin devient l'outil de réalisation de mon désir, c'est-à-dire apprendre tout ce que j'ai à savoir sur les esprits de la nature et que ça se fasse à travers l'expérience de ce jardin, la nature lui dit, pour répondre à ce besoin, eh bien, on va déplacer le jardin et tu vas le mettre dans la prairie à côté de la forêt, à côté du bois. Parce qu'elle avait simplement fait ça dans un petit bout de clairière au milieu de la forêt, à côté de sa maison. Et donc, elle le déplace à peu près 80 mètres plus loin, dans le bout de prairie qu'il y a à côté de sa forêt. Et la nature lui dit, tu vas faire un jardin circulaire. Alors, comment ça se passe la communication avec elle ? Elle entend clairement. Donc, c'est pas forcément un cadeau, mais elle entend clairement. Elle a des perceptions très nettes et elle traduit ça en mots concrets. Mais pour obtenir des informations précises, par exemple, le jardin, là, je crois, fait une trentaine de mètres de diamètre. C'est un jardin circulaire. Il fait une trentaine de mètres de diamètre. Pour obtenir une information précise, elle n'a pas cette qualité d'entente, d'écoute, qui lui permet de dire c'est 30 mètres et pas 31. Donc elle a été amenée à développer un outil de communication qui lui permet de savoir exactement si c'est précisément 30 mètres 50 ou 31 mètres. Et donc elle va développer un outil qui est basé sur la kinésiologie. Si vous faites du pendule, c'est la même chose. Si vous utilisez l'antenne de l'échelle, c'est pareil. C'est un outil qui nous permet de savoir, à une question, si j'ai un oui ou un non clair et précis. Okay ? Si vous avez déjà fait du pendule ou de la kinésio, elle utilise le test de kinésio comme ça, avec la main droite et la main gauche, mais le pendule revient exactement au même. Dès que vous savez utiliser un pendule, vous savez poser une question qui se traduit par un oui ou un non. Donc, elle dit, ce jardin, est-ce qu'il faut qu'il fasse, par exemple, plus de 10 mètres ? Oui. Plus de 20 mètres ? Oui. Plus de 30 mètres ? Non. Alors, on descend, plus de 29 mètres ? Oui, donc c'est entre 29 et 30 mètres. Donc on peut arriver, au centimètre près, on peut arriver à la mesure exacte. C'est un peu comme les sourciers quand ils vous disent l'eau est à 18 mètres, 18 mètres 50, il y a tant de débit, etc. C'est tout à fait pareil, c'est la même chose. Donc elle développe cet outil de communication pour avoir des informations extrêmement précises et ça va lui être très utile, ce genre de choses. Et même si, moi je n'entends pas, j'ai des intuitions comme tout le monde, j'ai des trucs qui me disent tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Bon, j'écoute ou j'écoute pas. Mais quand j'écoute, quand je veux bien écouter, parce que je suis un mauvais élève et on est tous des élèves plus ou
plus ou moins à l'écoute de nos intuitions. Quand je veux bien écouter mon intuition, je peux effectivement préciser la qualité de cette intuition et les informations précises en rapport avec cette intuition pour me permettre d'agir correctement. Bon. Ça, c'est la même chose. On peut utiliser un pendule. Moi, j'utilise un pendule et on pose les questions pour savoir effectivement dans quel sens on doit aller, jusqu'où on doit aller. Dans le principe, c'est simple. Dans le concret, c'est plus délicat. Mais bon, ça, on reverra ça. Comme je suis inopinément le conférencier de la deuxième partie, on pourra travailler sur ces choses un peu plus concrètes tout à l'heure, si vous voulez. Là, on va juste parler du jardin de Pérélandra. Donc ce jardin, si vous voulez, elle va le concevoir, enfin la nature va l'aider à le concevoir comme un outil d'harmonie. Donc dans ce jardin, vous ne verrez pas des rangées de choses alignées les unes à côté des autres avec premièrement les framboises, deuxièmement les tomates, troisièmement la sauge, etc., etc. En fait, la nature conçoit son harmonie comme on pourrait dire, j'ai toujours l'impression de vivre ça comme une partition musicale. On n'a pas tous les do dièse à un endroit dans une partition musicale. Vous voyez, ça paraîtrait aberrant d'avoir toutes les mêmes notes à un endroit et puis à côté toutes les autres notes. C'est absurde. Ça paraît évident qu'une partition musicale, c'est un mélange et que c'est un accord et que l'harmonie vient du mélange de ces notes. Et qu'il y a des choses qui nous paraissent plus harmonieuses que d'autres. Ben là, le jardin, il est conçu comme ça. Et ce n'est pas elle qui a voulu que ce soit harmonieux. C'est la nature qui lui dit, pour que ce jardin soit en rapport avec ta demande et qu'il soit en harmonie avec sa propre structure, il va falloir qu'il soit fait comme ça. Et donc, vous allez voir dans ce jardin, ne soyez pas surpris si vous vous amusez à faire des choses comme ça, mais vous allez voir dans ce jardin quelques plants de tomates à un endroit, et puis à côté, il y aura des soucis, et puis il y aura de la sauge, et puis il va y avoir du céleri, et puis il va y avoir un rosier, et puis, vous voyez, uniquement parce que ça permet à la nature d'exprimer à travers ça son besoin d'équilibre et d'harmonie. Et rien que ça, c'est une école extraordinaire. C'est une école extraordinaire sur bien des points. D'abord parce qu'on se rend compte que la nature entend ce que c'est que la notion de jardin au sens humain, mais qu'elle peut répondre parfaitement à la définition du mot jardin en faisant quelque chose qui soit en accord avec ses propres règles à elle. Alors, aux yeux de la nature, qu'est-ce que c'est qu'un jardin ? Un jardin, aux yeux de la nature, c'est toute structure, n'importe quelle structure, qui a été souhaitée par l'humain, qui est entretenue par l'humain, et dont la fin de vie sera occasionnée par le détachement de l'humain. La nature ne fait pas de jardin. La nature est en harmonie avec elle-même et elle fait ce qu'elle a à faire. Dès que vous souhaitez quelque chose, vous créez un jardin. Donc évidemment, un jardin potager, un verger, un jardin de fleurs, un jardin de simple, on est dans une abbaye, un jardin de simple au sens ancien du terme, ce sont des jardins. Mais vous pouvez vous dire que votre travail est un jardin, votre maison est un jardin, votre famille est un jardin, votre ordinateur est un jardin, le téléphone est un jardin, ça c'est un jardin, la chaise sur laquelle je suis assis est un jardin, tout ce qui relève de la forme et avec lequel je suis en relation, au fond, est un jardin. Et ce jardin n'existe que parce que je l'ai voulu. Ça signifie que, concrètement, nous sommes les créateurs de notre propre réalité. Vous vous rendez compte à quel point ça va infiniment plus loin que le simple fait de faire un jardin potager. Et qu'en même temps, un jardin potager devient un lieu pratiquement sacré, puisqu'en fait, c'est un champ d'expérience merveilleux. C'est loin d'être anodin, cette histoire, vous savez. C'est vraiment loin d'être anodin. Je suis en rapport là, avec des gens qui sont des créateurs de jardins, des agriculteurs qui veulent transformer leur travail d'agriculteur au sens de Pérélandra et transformer toute leur propriété agricole en mode de travail façon Pérélandra. Donc, communication avec la nature, partenariat et mise en équilibre, etc. C'est loin d'être simple. C'est loin d'être simple. Dans l'absolu, ça paraît facile. On dit, je demande à la nature, puis je fais. Sauf qu'on a ce foutu libre arbitre en nous, vous savez, ce truc terrible
qui nous propose tout le temps de oui mais. Si j'en faisais qu'à ma tête, ça c'est terrible. C'est notre épreuve. Et ça, c'est là-dessus qu'on bute, c'est là-dessus qu'on achoppe continuellement, c'est là-dessus qu'on apprend, en fait. C'est là-dessus qu'on apprend. Donc cette femme, elle va développer son jardin et elle-même, elle ne s'en cache pas, elle est elle-même en but avec ça. Et c'est extrêmement difficile pour elle. Quand je l'ai rencontrée la première fois, elle me dit, vous savez, j'ai passé, je ne sais plus, je crois que c'est 15 ou 18 ans, elle me dit, j'ai passé 15 ans à ne pas prendre une seule décision toute seule. Imaginez ça. Imaginez votre bout de jardin potager et de n'avoir pas pris une seule décision tout seul. Ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'il faut que j'arrose ? Là, en ce moment, on crève de chaud. Là. Hein, je vois bien nos plantes, etc. Il y a des plants qui ont besoin d'eau. Et moi, par mesure de sécurité et en papa poule pour mes plantes, très marronnier rouge, vous voyez, très red chestnut, là, je dis, oh, mon Dieu, elle souffre, vite, il faut que je lui donne de l'eau. Bon, elle dit, vous ne savez pas. Vous ne savez pas le besoin de la plante. Vous n'imaginez pas ce que la plante est en train de vivre. Et vous ne savez pas si elle a besoin d'eau maintenant. Elle a peut-être besoin d'eau, mais est-ce que c'est maintenant ? Est-ce que c'est dans quelle proportion ? Pendant combien de temps ? Etc., etc. Et la plante d'à côté, est-ce qu'elle a aussi besoin d'eau ? Est-ce qu'on peut faire autre chose que d'arroser ? Est-ce qu'on peut arroser et faire autre chose pour l'équilibre de la plante ? Par exemple, dans son jardin à elle, il y a une couche de mulch. Vous savez ce que c'est le mulch ? Un paillis, hein ? Comme ça, qui fait à peu près 15, 18, 20 cm de haut. Mais elle, quand elle met de la paille, moi, quand je mets du paillis comme ça, du gazon broyé, je dis, bon, allez, j'en mets. Je mets 8-10 cm. Elle dit, la nature m'a dit d'en mettre 17 cm. Et elle met 17 cm. Point. Vous imaginez la rigueur que ça représente. Seulement, les fruits sont à l'image d'eux, ce partenariat. Et il ne faut pas croire, ce n'est pas parce qu'elle fait ça qu'elle est l'objet de la nature. Ce n'est pas parce qu'elle fait ça qu'elle est l'employée de la nature. Elle tient son rôle. Elle a joué son rôle de créateur, c'est-à-dire qu'elle est toujours dans la dynamique du « je veux tout apprendre à propos des esprits de la nature et je veux que ça se fasse à travers le jardin ». Le jardin n'est qu'un lieu d'apprentissage pour connaître tout ce qu'elle a besoin de savoir sur les esprits de la nature et comment on établit une relation avec les esprits de la nature. Donc vous voyez bien que ce qui se passe, ça se fait à partir du but qui a été exprimé dès le départ. Ça signifie quels sont nos buts, de quoi est-ce qu'on a envie, quels sont nos désirs, quelles sont nos intentions. À travers ce phénomène d'expression de nos intentions et de nos buts, nous animons ce qu'elle appelle la dynamique évolutive. Et la dynamique évolutive, c'est le rôle de créateur. Il y en a peut-être parmi vous qui sont férus de Steiner et d'anthroposophie. Steiner a défini exactement la même chose. Quand il parle des mouvements d'incarnation et d'excarnation, c'est exactement le même principe. Elle appelle ça l'involution et l'évolution. L'involution, c'est la descente vers la forme, la descente sans que ce soit péjoratif. Hein. Ce n'est pas un joli truc à côté d'un truc en kikinant, non. L'involution, c'est le mouvement de l'esprit vers la forme. L'évolution, c'est le mouvement, le passage à partir de la forme vers l'esprit. Et l'un répond à l'autre. Ce n'est pas l'un compense l'autre, c'est l'un répond à l'autre. L'un nourrit l'autre. L'un ne peut exister que parce que l'autre existe. Et comme disait l'autre, on ne peut être heureux que si on sait ce que c'est que d'être triste. On ne peut être joyeux que si on a été dans le chagrin. On ne connaît le prix de l'eau que quand on connaît la soif, etc. etc. L'involution, l'évolution, l'incarnation, l'excarnation, tout ça, c'est cette dualité merveilleuse qui fait que nous, on est au centre de ça. Et que quand on vit l'accord et l'harmonie entre ces deux mouvements, on vit un équilibre. Et c'est ce que nous propose d'apprendre la nature. Et c'est ce qu'elle apprend dans son jardin. Et c'est ce qu'elle manifeste dans son jardin. Son jardin, c'est fait d'argile rouge. Alors vous savez, l'argile rouge, en hiver, quand il pleut, c'est bouillasse maximum. Alors vous avez 10 kilos au bout des bottes, très vite, et vous ne pouvez plus bouger, si ce n'est même laisser la botte dans la boue et vous sortez le pied comme ça. Et l'été, c'est de la brique. Eh bien, elle ne bêche plus. C'est les vers de terre qui font le boulot pour elle. Parce qu'il y a de la paille, parce qu'il y a du mulch, parce qu'il se passe des tas de choses et que la structure même de sa terre a changé de nature à force de faire ce travail. Tout dans ce jardin est fait pour que la vie soit amplifiée.
Tous les règnes sont là pour s'entraider les uns les autres et magnifier l'expression de la vie. Elle n'est pas dans une position d'exploitant de la vie, du jardin, vous voyez. Elle est là dans un rôle de metteur en forme, puisque c'est la nature qui lui dit comment s'y prendre. Elle vous raconte très simplement et très sérieusement, elle vous dit « Tous les matins, dans le jardin, j'ai une réunion avec les dévas du jardin ». Et ça lui paraît aussi naturel que vous d'aller au bureau et puis de retrouver vos potes autour du café et dire « Bon, comment on s'y prend aujourd'hui ?» C'est exactement la même chose pour elle. C'est aussi évident. Et tous les matins, elle met en place son plan de travail pour la journée avec les dévas du jardin. Et en fait, elle fait de moins en moins de choses parce que les choses se font de plus en plus spontanément. Il y a de moins en moins de travail. Au début, ça paraît hallucinant tout ce qu'il y a à faire parce qu'on a tellement à rattraper, vous savez, de nos habitudes anciennes qu'on a l'impression que c'est insurmontable, mais très très rapidement, ça devient quelque chose de ludique. Je vais vous dire, là-dedans, le plus difficile, c'est cette perte d'habitude de faire ce qu'on fait. C'est d'arrêter de croire que ce qu'on faisait était bien. C'est d'oublier ce qu'on faisait. Que ce soit du bio, de la biodynamie, du machin, du truc. C'est comme s'il fallait repartir à zéro. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment le plus dur. Vraiment, c'est le plus difficile. Et là où il y a des pépins, c'est justement quand on commence à jouer le jeu et puis que d'un seul coup, on se dit « Oui, quand on me prend la tête, j'en ai marre, moi. » Et on en fait casse à tête. Et le casse à tête, d'un seul coup, ça se traduit très concrètement. Par exemple, vous avez des pucerons qui vous laminent vos rosiers en 2 temps 3 mouvements. Elle vous dit tout simplement, les insectes, c'est le premier avertisseur dans un jardin. Quand vous avez quelque chose qui n'est plus en harmonie dans un jardin, la plupart du temps, les insectes arrivent et vous montrent qu'il n'y a plus d'harmonie. Il y a une infestation. Alors d'habitude, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Et on se précipite sur le truc et puis on y va, le cœur fendu en deux. Je ne voulais pas le faire, mais tant pis pour vous. C'est à peu près ce qui se passe. Alors qu'elle dit non, reprenez simplement les choses à la base, quoi. Reprenez le b.a.-ba du jardin, revoyez avec la nature. Ce n'est pas une punition de la nature, c'est simplement le fait qu'il y a une rupture d'harmonie. Donc remettez en place l'harmonie qui était présente, qui se mettait en place, et vous verrez, les insectes n'auront plus besoin d'eux. Il faut y croire. Parce que quand vous vous lancez dans un truc comme ça, il faut vraiment y croire. Donc si jamais un jour ça vous intéresse, ce genre de truc, je trouve ça absolument passionnant, mais si ça vous intéresse, commencez par des petits bouts de jardin. Parce que c'est une prise de tête, je vous assure, émotionnellement c'est difficile. Au début, c'est difficile, parce que je vous dis, c'est une vraie révolution. C'est vraiment quelque chose de bousculant. Et puis, petit conseil aussi, si avec votre conjoint, vous avez envie de le faire, je vous conseille la chose suivante. Ou bien il y en a un qui dirige l'opération et l'autre qui dit « pas de problème ». Ou bien vous dites « le jardin, c'est ton affaire et je ne veux pas savoir ». Ou bien vous coupez le jardin en deux, et ça c'est mon jardin, ça c'est le tien. Mais j'ai essayé avec ma femme, il n'a pas fallu 5 minutes pour qu'on s'engueule. Ça a été terrible. C'est terrible. Parce que, ah mais non, vous savez, le quant à soi remonte tellement vite que t'es sûr que t'as bien demandé à la nature ce qu'il fallait demander. Non, on se prend la tête, quoi. Et après à table c'est épouvantable, donc bon non, il faut mieux éviter ce genre de choses. Et elle, dans le jardin, elle est le maître à bord, quoi. Elle est le maître à bord. Et maintenant, elle travaille avec... donc, elle a été très longtemps toute seule. Et elle travaillait toute seule très, très longtemps. Et bon, maintenant, il y a une équipe avec elle. Il y a 2 jardiniers. Mais ces 2 jardiniers ont passé des années à apprendre à travailler avec elle. Et surtout à s'aligner sur l'objectif du jardin, qui n'était pas leur objectif au départ. Mais il faut bien voir que ce jardin répond à un objectif particulier. Donc il s'aligne sur cet objectif-là. Et on ne peut travailler dans ce genre de dimension que si on s'aligne dans cet objectif. C'est quelque chose qu'on peut parfaitement vivre, par exemple, dans le cadre d'une entreprise.
Quand on fait un travail d'équipe dans une entreprise, est-ce qu'on n'essaye pas quelque part de faire un petit peu la même chose? Alors bien sûr, le truc c'est qu'à l'heure actuelle, on est encore dans une structure verticale très dominatrice du genre le patron a son objectif et on se démerde à essayer de suivre l'objectif. D'accord. Mais en fait, on peut parfaitement envisager que dans une entreprise, on puisse avoir un travail de ce type-là. C'est-à-dire le jardin, c'est l'entreprise, avec un but général. Et au fond, la nature se fout pas mal de savoir si le but général, c'est de procurer beaucoup d'argent aux actionnaires ou de faire en sorte que tout le monde soit content de travailler dans l'entreprise. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Après, si vous voulez, on tire simplement les fruits des objectifs vers lesquels on tend. C'est tout. On voit bien qu'à l'heure actuelle, par exemple dans le monde de l'entreprise, avoir voulu ne faire que d'efficacité financière pour répondre à un désir d'actionnaire, ça crée au fond beaucoup de soucis. Ça a créé des choses étonnantes pour les actionnaires pendant quelques années, et ça crée maintenant plus de soucis que de bienfaits. Donc ça veut dire, peut-être qu'il faut revisiter en fait la qualité de l'objectif. C'est tout. On n'est pas dans le jugement de valeur. On n'est pas là pour dire « Ah, caca, haro, c'était vilain, etc. » Non, on a fait cette expérience-là, on se rend compte que c'est limité, on peut revisiter en fait les objectifs. Et dans une entreprise, je suis intimement convaincu qu'on peut avoir tout à fait ce genre de dynamique. Ce serait un champ de travail extraordinaire pour justement que les gens qui travaillent là-dedans participent à un objectif commun et définissent chacun, tous les jours, les moyens les plus adaptés pour arriver à ce genre de choses. Mais on peut le faire aussi pour la santé. On en parlera tout à l'heure, si vous voulez, puisque dans la deuxième partie, on pourra développer ce genre de choses. Le corps est un jardin. Nos relations d'amitié, nos relations émotionnelles, nos relations de vie de tous les jours, nos relations familiales, nos relations professionnelles, ce sont des jardins. Ce qui existe entre vous et moi en ce moment, on ne se connaissait pratiquement pas ce matin, mais le fait même qu'on soit les uns en face des autres, l'un en face de l'autre en ce moment, et qu'il y ait un échange, bien sûr je parle mais vous m'écoutez, vous poserez des questions tout à l'heure, ça crée une relation, et cette relation c'est un jardin. Cette relation elle existe. C'est un jardin. On peut travailler sur ce jardin comme on peut travailler sur un jardin potager. Ça peut vous paraître un peu curieux, mais je vous assure que c'est une vraie réalité. C'est une pure réalité. Cette femme, en fait, découvre son jardin et elle découvre aussi quelque chose d'extrêmement important. Elle découvre qu'un jardin dépend vraiment beaucoup de la présence de l'homme. À un moment donné de sa vie, dans son jardin, la nature lui propose de faire l'expérience suivante. Elle commence... L'hiver, pour elle, la saison commence en fait au mois de septembre, fin septembre, après l'équinoxe, quand elle commence à mettre le jardin au lit, comme elle dit, au repos. Elle commence à se mettre dans la dynamique du jardin à venir de l'année suivante. Donc elle va commencer à travailler avec la nature sur comment on va s'y prendre, combien de temps le repos, etc. Commencer à travailler sur les catalogues de semis pour... le type de graines qui va être utilisé, combien de graines elle va acheter, etc. Donc elle prépare tout ça très doucement. Elle commence à faire des dessins, des schémas, etc. Vous verrez, c'est décrit très simplement. Elle est extrêmement sophistiquée dans son travail. Si vous lisez les livres là, sur le jardin co-créatif, vous allez quelquefois... Moi, je sais qu'en le traduisant, j'ai l'impression que c'était une prise de tête épouvantable, parce que j'ai dit, putain, mais qu'est-ce que c'est lourd, quoi. Ça va, quoi, ça va bien. Ça pourrait être plus léger. Mais bon... vous pouvez le faire plus léger, c'est pas un problème. Elle vous montre jusqu'à quel degré de sophistication on peut y aller. C'est tout. À partir du moment où vous respectez la notion de communication, de respect de ce que la nature vous dit et d'adéquation à votre objectif, il n'y a pas de problème. Donc elle commence, elle fait ses semis en temps et en heure, etc. Son jardin est prêt. Et là, la nature lui dit, tu ne touches plus à rien. Tu ne fais plus rien. Et elle dit, ça va durer longtemps, et la nature lui dit oui. Et elle voit les légumes, les plants se développer, elle n'a pas le droit d'arroser, elle n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Il y a eu le paillis, il y a eu tout ça. Et elle voit le jardin, comment dire, ça devient un bordel monstrueux. J'ai pas d'autre mot. Ça devient un foutoir monstrueux. Vous savez, c'est un truc qu'on a abandonné, quoi. Et c'est ce genre de choses, quelquefois, on peut avoir cette sensation-là, quand vous êtes en face d'un bout de terrain qui a appartenu à quelqu'un, ou des endroits, par exemple, dans une ville, vous savez, qui ont été délaissés.
et qui vous donne cette sensation d'abandon. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une sensation de tristesse, une sensation de chagrin. Il peut même y avoir une sensation de colère à travers ça. Comme s'il y avait quelque chose qui était incroyablement douloureux. Comme si, au fond, l'homme avait abandonné sa responsabilité par rapport à ça. Et la nature lui fait faire l'expérience, mais elle le comprend beaucoup plus tard. Elle dit, je suis là tous les jours à aller au jardin, je demande à la nature, et la nature me dit tout le temps non. Et même à un moment donné, elle arrête de poser la question. Et elle est là, le témoin devant ça, de ce jardin, qui exprime cette sensation d'abandon et de tristesse. Et elle ne comprend pas ce que la nature lui fait vivre. Et elle a, comme elle dit, elle a hâte que les choses se terminent, donc de mettre son jardin au lit, au repos à la fin de l'année. Et c'est l'année suivante, quand elle recommence en fait la préparation de son jardin, qu'elle comprend ce qui s'était passé. Elle n'en donne pas la teneur, mais moi, ce que j'ai senti là-dedans, c'était que vraiment, quand on lance quelque chose, on ne l'abandonne pas. Si vous voulez arrêter, il faut dire à la nature, voilà, ce truc-là n'est plus d'actualité, on l'arrête, et on voit comment on l'arrête. Et je le rends à la nature. Mais on n'abandonne pas. Parce que abandonner, ça veut dire que la nature ne peut pas, comme ça, instantanément d'elle-même. On a l'impression que c'est possible. Que la nature, il y a le liseron qui va pousser, le chien dent, le machin, et puis tout ça va reprendre son truc. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. L'homme a une telle implication énergétique sur les jardins qu'il a demandés, que cette implication énergétique, elle ne se transmute pas comme ça. Donc, si l'homme doit quitter un jardin, il faut qu'il dise à la nature, je quitte ce jardin, même si vous ne savez pas comment faire, même si à la limite vous n'avez pas l'idée de la façon dont ça peut se faire. Vous dites à la nature, ce truc-là, c'est plus d'actualité, il faut que je l'abandonne, il faut que je passe à autre chose. Mais au moins dans la déclaration d'intention, dire clairement et simplement, je ne peux plus m'en occuper, il faut qu'on passe à autre chose. C'est très important, ce n'est pas de l'abandon, là. C'est je remets à la nature quelque chose dont je ne peux plus m'occuper. Pour X raisons. Rendez-vous bien compte, il n'y a pas de jugement dans la nature. Dans l'univers, il n'y a pas de jugement. C'est ça qui est terrible. On est tellement imprégné de tout ce dont nous sommes faits et de tous nos principes moraux, de tous nos bazars émotionnels, etc., éducatifs ou culturels, qu'on n'imagine pas que quelque chose soit dispensé de jugement. Et ça, la nature, c'est une énergie, c'est une conscience, c'est une intelligence où il n'y a pas de jugement. C'est vachement important, ça, de bien se rendre compte de ça. Donc, si vous avez besoin de vous détacher ou de vous défaire de quelque chose dont vous ne pouvez plus vous occuper, ou que vous ne souhaitez plus avoir en charge, vous avez le droit de le dire. Ne vous dites pas, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Non, on n'est pas dans cette relation-là. On n'est pas dans cette relation comme on pourrait être entre vous et moi. Si vous me dites, oh oui, d'accord, c'était bien la peine de me le demander. Vous voyez? Non, c'est pas ça. La nature, c'est pas ça. C'est autre chose. Alors évidemment, après une fin de cycle de quelque chose, ça peut être plus sophistiqué, mais rien que ça, rien que le fait de savoir que vous étiez en charge de quelque chose que vous avez demandé, que vous avez souhaité, et que vous ne pouvez plus vous en occuper, vous pouvez le dire à la nature. C'est très important. Et quel que soit le jardin, hein. Si vous divorcez, c'est pareil. Votre couple, c'est un jardin. Alors, je ne vous souhaite pas de divorcer, c'est pas ça. Bon, d'accord ? C'est très important. Et donc, elle, si vous voulez, elle se rend compte de ça. Elle voit bien l'implication dans laquelle elle se trouve. Et donc, ça veut dire, quand on a demandé quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Et le bout, ça peut être aussi le fait, simplement, comme je vous le répète, je me rends compte que finalement, mon objectif premier n'est plus d'actualité, et donc j'abandonne cet objectif premier pour pouvoir passer à autre chose. Mais encore faut-il que ce soit clairement exprimé. Ça se comprend, en fait, logiquement. Si, par exemple, nous sommes amenés à travailler, vous et moi, on partage un boulot, on est associés dans un truc, et puis on s'est dit, tiens, on pourrait faire ceci, on pourrait, je sais pas, moi, fabriquer des gobelets en plastique. Et puis que d'un seul coup, moi, j'ai envie de dire, non, finalement, les gobelets en plastique, ça ne me passionne plus, j'ai envie de faire autre chose. Si je ne vous le dis pas, il va se passer quelque chose dans notre partenariat. D'accord ? Avec la nature, c'est pareil. C'est logique, c'est simple, c'est tout bête. Sauf que comme c'est pas du palpable, comme c'est dans l'invisible, comme c'est étrangement, incroyablement puissant, et puis qu'au fond, on n'a rien compris à ce que c'est que la nature, on n'imagine pas qu'on ait besoin de le dire, alors que c'est essentiel.
C'est important, ça revisite. Et je vous assure, rien que le fait de savoir ça, c'est quelque chose qui a une implication sur le détail de notre vie quotidienne, dans notre relation avec les autres, dans notre travail, dans notre famille. On fait d'un seul coup attention à quelque chose qui est différent. Moi, je trouve que c'est extrêmement touchant. 10 heures. Autre expérience aussi que cette femme a été amenée à faire et qui est extrêmement impressionnante. Une année, elle avait pris contact avec les gens de Findorn et elle avait l'impression qu'elle pouvait apprendre des tas de choses chez eux. Je ne sais pas si vous savez, mais à Findorn, on peut aller passer 15 jours. Mais ça peut être aussi 1 mois, ça peut être 3 mois, 6 mois, c'est par des périodes comme ça plus ou moins longues et on peut participer comme ça à la vie de la communauté, qui est basée beaucoup sur la vie du jardin, mais ça peut être aussi, ils sont pratiquement autonomes. Ils font du pain, ils font du bois, du machin, etc. C'est un lieu très curieux parce qu'il est juste à côté d'une base aérienne de la Royal Air Force. Il y a l'épaisseur d'un fil de fer barbelé entre les deux. C'est hallucinant. On a vraiment 2 dynamiques totalement différentes les unes à côté des autres et ça vit comme ça, c'est rigolo, quoi. C'est vraiment la sensation des 2 côtés. Et donc elle avait demandé à pouvoir participer à 3 mois, je crois, de travail à Findorn, pensant qu'elle avait des tas de choses à apprendre. En fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait plutôt à leur apprendre des tas de choses qu'à apprendre elle-même. Parce que quand on va tout seul, vous savez, c'est comme quelqu'un qui fait de l'acupuncture avec une aiguille à un endroit donné. Quand on perfore comme ça à un endroit donné et que ça irradie, c'est d'une puissance extrême. Les fortes structures, les grosses structures ont beaucoup de puissance, mais elles ont aussi de l'inertie. Elle n'avait pas la même puissance du groupe, mais elle avait une puissance de percussion tout à fait étonnante. Donc, elle découvre au mois d'août que Findorn lui dit vous pouvez venir, je crois, c'était fin octobre, si je me souviens bien, mi-octobre.